Magazine. L'énergie pour l'unité et la cohésion nationale. Il se passe toujours quelque chose quelque part. Que la Banque centrale vient d'annoncer l'émission des 3 nouvelles coupures. Quoi de neuf en RDC? Pour en parler, je vous reçois tous les jeudis et samedis sur Télé 50 bien sûr. Le rendez-vous est pris. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Quoi de neuf en RDC? Kinshasa a abrité le 17e sommet du COMESA. Nous en parlons dans ce magazine avec Maître Guillaume Manjolo. Bienvenue. Merci. Vous êtes conseiller en charge de l'intégration en Afrique australe et orientale au ministère des Affaires étrangères. C'est bien ça? Effectivement, oui. Maître Guillaume Manjolo, quel a été l'enjeu majeur de ce sommet? L'enjeu majeur du sommet, d'abord merci pour m'avoir reçu. L'enjeu majeur de ce sommet, c'est l'intégration régionale, comme l'a répété plusieurs fois le chef de l'État. C'est faire en sorte que les économies de l'Afrique australe et orientale puissent se développer et puissent être compétitives au plan international. Bon, on avance depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, mais malheureusement, il y a des paramètres qui nécessitent d'être revus pour aller beaucoup plus vite et pour intégrer le plus rapidement possible nos économies. Et le chef de l'État l'a rappelé, il y a la formation, la spécialisation dans un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs miniers. C'est pas normal que les grandes nations comme les nôtres, qui recèlent énormément des mines, ne puissent pas avoir les écoles des mines, par exemple. Les écoles qui sont liées à la transformation directe, c'est-à-dire la formation pour la transformation, des très hauts niveaux. On n'a pas ça. Ça, c'est un point majeur sur lequel il faut qu'on travaille pendant la mandature de la RDC. Vous avez les infrastructures qui sont nécessaires pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre, les transferts d'éléments, la circulation de services et des personnes et tout ça, on a besoin, et des marchandises, on a besoin d'avoir des infrastructures. L'énergie, c'est très très important. Sans énergie, on ne peut pas avancer. L'industrialisation, tous les secteurs d'activité, dans le secteur agricole, l'élevage et tous les secteurs nécessaires, où nous regardons à l'extérieur pour pouvoir bénéficier des produits déjà industrialisés, alors qu'on peut le faire sur place parce que nous avons la matière première, nous avons tous les éléments. Il nous faut travailler sur les compétences, de sorte à cette compétence-là, puisse mettre en mouvement ces mécanismes de transformation dans le secteur industriel. Et puis il y a l'aspect paix et sécurité. Voilà, ce sont ces éléments qui sont aujourd'hui nécessaires à faire développer le plus rapidement possible l'espace comme ça. Mais, comme l'a consolidé le chef de l'État, je me permets de le répéter, c'est que nous avons connu dans cette zone ici une croissance depuis quasiment 20 ans, mais qui globalement n'a pas donné les résultats qu'on pouvait escompter. C'est très important déjà, c'est largement important par rapport à d'autres espaces économiques au niveau africain, mais néanmoins, ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif qui est le nôtre, l'intégration totale de nos économies et les bénéfices à la population de la zone comme ça. Donc c'est un peu tout ça qu'on a l'obligation de faire pendant notre mandat. Qu'est-ce que la RDC a gagné en abritant ce sommet? En abritant ce sommet, un premier élément majeur, au plan diplomatique, au plan du rayonnement de la RDC sur le plan international, c'est majeur. Vous savez, c'est 19 pays de la région qui vous font confiance. Vous partez de l'Égypte jusqu'en Afrique australe au niveau de Swaziland. Ça fait énormément des pays qui vous font confiance en disant, voilà, vous êtes outillés pour pouvoir nous gouverner, nous piloter, nous orienter, et c'est déjà important. Quand vous faites confiance en disant, voilà, on vous donne les bateaux ou l'avion comme ça pour pouvoir les conduire, les piloter pendant 1 an, c'est que vous avez les capacités, vous avez les compétences nécessaires pour répondre à ce que je viens de dire en fonction de cette intégration économique. Vous avez toutes ces compétences-là. C'est un honneur majeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de situation. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut bénéficier d'autant de crédibilité internationale. Aujourd'hui, on a la crédibilité internationale. Il faut vraiment maximiser et il faut en profiter largement. Démontrer effectivement que les Congolais est capable. Et les Congos, c'est un leader naturel plutôt. Il a cette capacité à pouvoir gouverner, à pouvoir avancer, à pouvoir traîner les autres. Parce qu'il recèle de l'essentiel. C'est très très important. Lorsque vous n'êtes pas considéré sur la planète, parce que bon, vous êtes à la traîne des autres, tout ça, c'est-à-dire que vous êtes juste un pays moyen. Or, on vous dit que non, vous n'êtes pas un pays moyen. Vous êtes un très grand pays, vous avez le potentiel, vous êtes outillés pour pouvoir nous faire avancer, et on vous confie la direction de cette partie importante de l'Afrique, quasiment de la moitié de l'Afrique, à conduire pendant 1 an. C'est très important. Déjà, rien que ce point-là, c'est utile. Bon, maintenant, en termes d'investissement dans les petites et moyennes entreprises, qui sont celles-là qui construisent, qui fabriquent, qui créent des richesses dans tous nos pays, la RDC va largement en profiter, dans la mesure où on sera à l'avant-plan par rapport à tous les investisseurs qui vont devoir descendre dans la région comme ça, parce que l'essentiel des activités vont se passer en RDC. Vous savez, lorsqu'on abrite ou on gère
une entité comme celle-ci pendant 1 an, l'essentiel des rencontres vont se passer en RDC. Ça sera à Kinshasa, à Kisangani, à Lubumbashi en permanence et tout ça. C'est-à-dire que tout sera pratiqué sur la RDC. Tous les secteurs d'activité seront sous les lumières de tous les investisseurs. Donc on aura accès à ce moment-là à une visibilité permettant à ce que les gens puissent découvrir plusieurs secteurs dynamiques de l'économie congolaise. Voilà, ce sont les opportunités qui vont être maintenant créées le plus possible. On en avait déjà, maintenant on va être sous la lumière, sous les rayonnements internationaux, de sorte à ce que la plupart des gens viennent plus facilement. On va parler de la zone de libre-échange. Un projet de loi portant adhésion de la RDC à cette zone est en cours. Est-ce que la RDC est réellement prête pour adhérer à cette zone et se plier aux exigences de la zone COMESA? Mais la RDC n'a pas de problème à ce niveau-là, parce que pendant un moment, il y a eu quelques velléités d'approche, parce que la plupart des gens n'étaient pas vraiment au courant de ce qui c'était la zone de libre-échange. On croyait qu'effectivement, le fait d'ouvrir nos frontières par rapport aux États membres du COMESA, on serait envahi des produits qui ne seraient pas taxés au plan douanier et tout ça, et qui par conséquent, on perdrait des recettes et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que les produits inter-COMESA sont complètement limités et tous les produits du secteur sensible sont protégés par la RDC. Pour l'instant, on n'est pas monsieur pouvoir libérer tous les produits. Il y a un certain nombre de produits qu'on appelle les produits sensibles qui sont protégés, les secteurs sensibles qui sont protégés, ce qui fait que ça prendra un certain temps avant d'arriver au taux 0 ou 100%. Si on prend l'endroit ou l'envers, ça dépend comment on prend ça, et de sorte à ce que, bon, on ne puisse plus demander des taxes, prélever des taxes là-dessus. Mais là aussi, il y a un problème qu'il faut rappeler à la communauté congolaise ou au peuple congolais. Un pays ne peut pas se focaliser sur les recettes douanières. Ça représente combien globalement? Pas grand-chose. C'est 3-4 milliards de dollars, c'est rien du tout. À l'échelle des pays comme les nôtres, c'est rien du tout, 4 milliards de dollars. Nous sommes un pays qui a vocation à pouvoir encaisser dans les caisses de l'État annuellement entre 200 et 300 milliards de dollars. Mais ça, ce n'est possible que quand on produit et on consomme. On produit local, on consomme local et puis après on peut exporter. Globalement, c'est la consommation et la production interne qui crée les richesses. Ce n'est pas la douane. La douane est là juste pour protéger l'entrée à nos frontières, pour ne pas concurrencer nos produits internes, qu'on crée. Mais on ne crée pas grand-chose, finalement. Et on est en train de pouvoir se focaliser sur la douane, c'est comme si c'était vraiment, comment dirais-je la douane ou rien. Mais non, la douane ou rien, c'est pas possible. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une navette spéciale. Si on l'a pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est faux et archi-faux. Il faut sortir de cette idée-là. La douane est là pour protéger le marché intérieur, simplement. C'est-à-dire que les produits qu'on crée, qu'on fabrique au niveau de la RDC ne doivent pas subir la concurrence. Ou les produits qui viennent d'une structuration, de dumping pour rentrer en RDC et pouvoir casser le marché congolais. C'est ça, la douane. Mais la douane n'est pas là pour faire de l'argent. On a maintenant modifié, on a altéré la conception même de la douane, qui est devenue aujourd'hui l'outil à produire des richesses. Non, elle ne produira jamais, alors au grand jamais, des richesses. Oublions ça, passons à autre chose. Tous les pays du monde, il n'y a aucun pays au monde qui a fait fortune ou qui base son économie et ses recettes ou la gestion de son budget, son PIB sur base de la douane, ça n'existe pas. C'est une fausse idée que les gens se font et tout ça. Et certains économistes, malheureusement, qui ne sont pas encore au point ou qui n'ont pas compris, qui ne sont pas sortis du pays, qui n'ont pas encore compris. La douane, ce n'est pas la fortune des pays. La douane est là c'est une barrière pour la protection de la gestion économique intérieure. C'est ça la douane. Donc la RDC, quand on regarde d'ailleurs, en ce qui concerne la zone COMESA, les produits intra-COMESA vont représenter en termes de pertes des recettes douanières, puisqu'il s'agit de ça, autour de 1,7 ou un peu moins, quelque chose comme ça, 1,7, sur 100, 1,7. Et ça, il y a ce qu'on appelle les fonds de compensation du COMESA qui compensent ça, fonds de coopération et compensation, qui concilient ça, qui compensent ça, il n'y a pas de problème. Donc tout ça est couvert. Mais au-delà de ça, en termes d'investissement qui viendra de l'extérieur, puisque je viens de vous dire ici qu'il y aura les rayonnements, l'appel aux investissements qui sont déjà assez importants pour l'instant, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut aller beaucoup plus loin. Bon, dès lors que cet appel sera lancé, parce que nous serons à la tête de cette communauté pendant 1 an, on verra que la RDC reste un certain nombre de potentiels, notamment dans le secteur énergétique et tout ce qu'on sait. Les gens vont investir et ça va produire plus de richesses encore. Voilà un peu la situation, ce qu'elle se présente. Globalement, pour résumer, pour une bonne compréhension. La douane, en ce qui concerne les produits intracommerciaux, il n'y a pas de problème parce que c'est 1,7 et qui est compensé par les fonds de coopération du COMESA. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon. Mais la richesse de la RDC, ce n'est pas la douane, c'est la production intérieure. Il faut travailler, produire, transformer, industrialiser. C'est ça qu'il faut faire.
Voilà, on va rester sur ce point. La zone de libre-échange a été créée depuis 2000. Pourquoi la RDC a attendu 14 ans pour adhérer? Ce n'est pas un peu tard? Non, ce n'est pas tard du tout. C'est-à-dire que chaque pays a son tempo. La RDC a son tempo. Vous savez, la RDC a connu énormément des difficultés dans sa partie Est. On a résorbé ces déficits-là en termes de sécurité globalement. Il y a encore des poches d'insécurité qu'il faut devoir gérer. Très bien. Mais en même temps aussi, on a notre code douanier hérité depuis la période coloniale qu'il faut modifier, il faut rapprocher, modifier. Il faut adapter, il faut transposer ce mécanisme au plan interne. D'abord, il faut évaluer. On passe par l'évaluation pour voir effectivement si on peut, dans les cas actuels de nos règles, des droits internes, incorporer ces mécanismes internationaux ou pas, ou transposer si on veut. C'était ça qu'il fallait faire. Mais vous ne pouvez pas à la fois être en train de travailler sur les textes et faire la guerre en même temps. Parce que globalement, les pays qui concernent, on parle d'Afrique australe et orientale, la partie concernée par l'intégration régionale dans les cadres du COMESA, c'est la partie, globalement, dans un premier temps, je dis ça sert à toute la République bien entendu, mais dans un premier temps, c'est la partie orientale. Mais cette partie orientale est sous les feux depuis très longtemps et en pleine perturbation. Il y a des turbulences en permanence. Il y a des tumultes en permanence depuis très très longtemps. Il fallait d'abord travailler sur ce plan-là. Je vous ai dit ici, j'ai cité 4 éléments que le chef d'État a cités. Il a dit la formation, la paix et la sécurité. Sans ça, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas à la fois être en train de chercher à pouvoir créer un marché commun, un marché économique et tout ça, une intégration régionale, et tant qu'il n'y a pas la paix, ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler. Justement, en rapport avec la paix dans cette région, on a l'impression que le COMESA ne s'implique pas vraiment pour qu'il y ait la paix dans les pays membres, contrairement à la SADC ou la CIRGL, qui s'est beaucoup impliquée pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Qu'est-ce que le COMESA fait pour qu'il y ait la paix dans les pays membres de cette organisation? Les COMESA, il me semble, qu'a pris quand même une bonne initiative, une bonne direction. Pourquoi? Vous allez remarquer que quand on parle du 17e sommet, on parle de la 32e réunion Conseil des ministres, et puis on parle de la 13e réunion de ministre des Affaires étrangères en matière de paix et sécurité. C'est-à-dire que les principes du départ étaient les principes du marché commun, sans aspect politique. On devait se limiter aux aspects typiquement économiques. Mais on a constaté que notre région a des problèmes de sécurité. Il fallait absolument tenir compte de ça. Sans la sécurité, on ne pouvait rien faire. Donc, maintenant, on a créé une structure des hauts fonctionnaires en charge de la paix et de la sécurité qui travaillent là-dessus et qui rendent compte au ministre des Affaires étrangères, ces derniers rendent compte au chef d'État du gouvernement. Donc, ce qui fait qu'on prend en compte maintenant ces processus-là, dans ces cadres-là. Il faut dire que les COMESA, c'est un peu les modèles européens, c'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle s'est formée, c'est-à-dire qu'on est sorti de la période guerrière totale entre la France et l'Allemagne, la France, l'Angleterre et tout ça, pour se recentrer sur le commerce, de sorte à intégrer tout le monde et qu'il n'y ait pas cette conception belliqueuse en permanence. Et c'est ce qui a été fait. Donc les COMESA est parti sur cette base-là normalement. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas animé de bonne foi. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui ont des ambitions tout à fait démesurées et qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie de perturber. Il y a les groupes des milices qui se forment ici ou là et tout ça, parce qu'il y a la précarité dans certains coins, parce que nous ne sommes pas dotés des mêmes moyens, des mêmes situations les uns les autres, tout ça. Il y a des envies, il y a tout ça qui a présidé à ce qu'il y ait ces difficultés-là. Alors on a pris conscience de ça, d'où on a instauré ces mécanismes des gestions des conflits au niveau du COMESA aussi, de l'approche sécuritaire au niveau du COMESA, d'où, j'insiste encore là-dessus, et qu'un axe majeur dans la nouvelle conception du COMESA, notamment sous la présidence de la RDC, sera paix et sécurité comme étant un des paramètres utiles pour la facilitation du commerce, pour l'intégration régionale. Une dernière question, Maître Manjolo. Le 17e sommet s'est clôturé sur une note de satisfaction. Et quelles sont les dispositions prises par les pays membres du COMESA pour que les recommandations issues de ce sommet soient appliquées dans un bref délai? Bon, chaque pays membre, normalement, est censé avoir un comité permanent d'intégration régionale. C'est ce qui est recommandé normalement par les mécanismes d'intégration régionale recommandent à ce que chaque État membre puisse avoir un comité permanent d'intégration régionale qui reprend toutes les institutions de la République. Et au terme d'un sommet, ce comité a pour devoir de faire les suivis quotidiens de ce qui avait été recommandé par le chef d'État ou par rapport aux décisions, ce qui avait été décidé, parce que ce ne sont plus les recommandations, les décisions des chefs d'État et des gouvernements. Et s'il y a un blocage, donc on n'arrive pas à pouvoir s'en sortir, on fait appel au secrétariat général du COMESA,
qui est l'accompagnateur, qui est une structure d'appui à ces mécanismes d'intégration pour tous les États membres. Donc, la RDC a tout intérêt. Bon, nous fonctionnons déjà dans ces cadres-là, mais nous avons l'obligation de formaliser ça, surtout dans la mesure où nous sommes actuellement en train de piloter la communauté. On ne peut pas justifier que la RDC ne puisse pas avoir cette structure de manière tout à fait formalisée. Elle existe au sein du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, mais c'est dans le cadre de l'intégration régionale, donc le secrétaire général à l'intégration régionale s'occupe de ces mécanismes-là, globalement, à sa pour mission. Mais il va falloir quand même qu'on y ajoute un certain nombre d'éléments, notamment la société civile, les parlementaires, les secteurs des entreprises et tout ça doit intégrer ces mécanismes-là, les chercheurs, puisque maintenant c'est à l'ordre du jour, les chercheurs doivent faire partie de ces mécanismes-là et tout ça, de sorte à ce que s'il y a un blocage par rapport à la transposition, parce que la question majeure c'est la transposition fait des règles. Les règles sont là, sont édictées par la communauté, maintenant il faut les incorporer dans l'ordre juridique de chaque État membre. Bon, maintenant, pour pouvoir le faire, il y a tout un processus, des mécanismes et tout ça, nationaux qu'il faut devoir déclencher. Bon, il appartient à chaque État membre de pouvoir le faire. Mais la RDC a la ferme volonté de pouvoir le faire sur instruction du chef de l'État et suivi par tous les gouvernements, nous avons l'obligation. Vous savez, quand on vous confie cette mission spéciale et on vous fait cet honneur et on vous reconnaît étant un leader naturel, avec votre potentiel, l'étendue de vos terres, les terres arables, les mines, le potentiel humain et tout ça. Mais attendez, vous n'avez joué, montez sur le terrain, mouillez votre maillot, démontrez effectivement que vous êtes la RDC. On n'est pas n'importe quel pays, on est un pays à part, on est un pays différent, on est un pays qui a vocation à être les pays les plus puissants de l'Afrique et parmi les pays qui comptent dans le monde. Mais c'est le moment ou jamais. On ne peut pas être frileux. À chaque fois, on peut parler d'intégration régionale ou d'un aspect de cette nature-là. La RDC, est-ce qu'elle est prête et tout? Non, la RDC est toujours prête. Parce que la RDC recèle les potentiels humains extraordinaires. Moi, je crois à la RDC. Il faut croire à la RDC. Malheureusement, la plupart des gens sont en train de freiner les quatre fers et tout ça. Ce n'est pas utile. La RDC a un potentiel que tout le monde a envie. Mais malheureusement, il suffit de mettre ça en musique. Croyez en ce que les chefs d'État vous disent. Suivez les mouvements et tout ça. Et ça ira. D'accord, ça ira. Merci, Maître Guillaume Manjolo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge de l'intégration en Afrique australe et orientale au ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Quoi de neuf en RDC.